Bon, bonsoir, on va faire un petit cours sur le. Donc, merci encore, hein, Mickaël et sa femme pour l'accueil. Hein. On oublie de le répéter, mais ceux qui veulent venir en direct sur place, ils peuvent. Je passe le message en même temps. Ok, alors on a dit, comment ça s'appelle? On va faire un cours sur l'éducation des enfants. Alors c'est un peu compliqué hein, parce que on peut pas en une heure expliquer ce que c'est, comment éduquer un enfant. C'est rentrer dans la psychologie de l'enfant, etc. Mais on peut placer théorie, on va dire. Théorie avec deux, trois histoires pratiques, quoi, histoire d'avoir les grandes lignes. Et après, c'est bon, c'est du cas par cas. Mais si quelqu'un il a bien compris la théorie, il a bien compris comment ça marche, il peut l'appliquer dans la vie de tous les jours et au moins peut-être pas dans les détails, mais au moins sur comment ça s'appelle, de façon globale, comment éduquer un enfant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle a tout prévu. Dans le mot même du mot éduquer, donc qu'on appelle chinour, en hébreu, éduquer, c'est chinour. L'éducation des enfants, c'est chinour yeladim. Chinour, ça veut dire éducation. Dans ce mot-là, on a l'essence même de la chose. C'est-à-dire, il suffit d'interpréter ce mot pour pouvoir comprendre quelle est la fonction de la chose. Donc, chinour, ça veut dire quoi? Quand je vous dis chinour, vous pensez à quel mot? Il y a Hanouka, par exemple. Hanouka. C'est quoi Hanouka quand on fait une Hanouka de Baït? Hanouka de Baït, une Hanouka Tamizbeach. Pour le temple, le sanctuaire, ils ont fait une Hanouka Tamizbeach. C'est quoi? En fait, alors Hanouka de Baït, on sait ce que c'est. C'est une crémaillère. Voilà. Maintenant, Hanouka, donc c'est quelque chose de nouveau qui vient. C'est un nouvel événement. Maintenant, on a une nouvelle maison où on a, comment dire, on a un nouvel élément qui vient d'arriver. Par exemple, là, en l'occurrence, on avait le Beth Amidash. On a fait la Hanouka Tamizbeach. C'est-à-dire l'inauguration du sanctuaire, du temple. Ce qu'on appelle la Hanoukat Hamizbeach, qui était donc le sanctuaire. Ok. Maintenant, donc chaque chose nouvelle qui rentre en compte, ça s'appelle une Hanouka, une inauguration. C'est quelque chose de nouveau. Donc maintenant, pour ma maison, je vais faire une crémaillère, je vais faire une Hanoukat Bait. Ok. Pour le Mizbeach. Ok. Alors, quel rapport avec l'enfant? Quand on dit Chinour, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à l'enfant. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Un enfant, si je lui impose à venir faire la prière, je dis écoute, tu viens tout de suite faire la prière avec moi à la synagogue, sinon tu n'auras pas de cadeau. Ou sinon je te punis, ou sinon je sais pas quoi. Il va venir faire la prière. Ça se trouve pendant des années. Est-ce que je l'aurais éduqué à faire la prière? Non. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de lui. Chinour, c'est quoi? C'est lui créer chez lui, dans sa personnalité, cette caractéristique de vouloir faire la prière tout seul. Éduquer mon enfant, donc selon la Torah, regardez comment c'est hyper profond. Hein. Mais on a déjà dans le mot chinour, on a déjà tout. On a déjà tout. La définition, elle est déjà dans le mot, dans la racine du mot. Chinour, c'est quoi? C'est inaugurer une nouvelle caractéristique chez l'enfant. C'est-à-dire quoi? De lui-même. C'est quelque chose de nouveau chez lui. C'est-à-dire maintenant, si j'ai réussi à créer chez lui l'envie d'aller à la synagogue, de prier ou de faire n'importe quelle chose, j'ai créé ça chez lui, j'ai réussi à inaugurer cette nouvelle caractéristique dans sa personnalité. C'est ce qu'on appelle le chinour. Donc, aucun rapport avec l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est dans le terme en français, comment on traduit? C'est la rivale dressée, entre guillemets. Quand tu veux éduquer un chien, ok, assis-toi, machin, etc., tu vas d'abord lui mettre des petits coups de bâton, des machins. Il va faire la chose. Mais selon la Torah, c'est aucun rapport. C'est pas parce qu'un enfant, tu l'as éduqué, tu l'as dressé, entre guillemets, à aller à la tefila, qu'il a été éduqué pour ça. Pourquoi? Parce que demain, quand le père il met plus la pression, venons, on va voir si le petit se lève à la tefila. S'il se lève, c'est que c'est en lui. Il y a des fois des gens, comme ça, ils sont, comment dire, même quand c'est quelque chose qui est ancré chez eux, ça coule dans leurs veines. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, il arrive à faire la chose. Pourquoi? J'ai reçu ça de mes parents. Ça, c'est un chinour. Maintenant, il y a des autres, des enfants par exemple. Dès que le père il n'est pas là, il part en France, on va dire 3 semaines. D'un coup, le petit, il fait des petites grasses mat, des machins. Je vous ai pris un exemple de la prière, mais ça peut être sur n'importe quelle chose. Il fait des petites grasses mat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, son père, il n'a pas réussi à l'éduquer. Mais attends, mais tu rigoles quoi? Ça fait déjà 5 ans depuis sa bar mitzvah qu'il vient avec moi là-dessus. Ok? Pourquoi? Parce qu'il sent la pression. Il sent qu'il ne veut pas te décevoir. Il y a plein de choses qui vont mettre en activité l'enfant
mais par une tierce personne. Ça, c'est pas l'éducation. Selon la Torah, ça s'appelle pas un chinour. Chinour, c'est quand ça vient de lui-même. Maintenant, comment on fait? Vous avez compris la théorie? La théorie, elle est simple. Chinour, c'est quand j'arrive à apporter, à créer chez l'enfant, de faire la chose de lui-même. Ça y est, c'est ancré chez lui. Ça s'appelle le chinour. J'ai réussi à l'éduquer, selon la Torah chinour, c'est de créer chez lui le moteur de vouloir faire une chose. Tout seul, je suis plus là, il peut continuer. Il peut continuer à faire la chose, même sans moi. C'est nouveau. C'est une nouvelle caractéristique qu'il a créée chez lui, qui a été créée. C'est une inauguration de quoi? De la tfila. Ça y est, c'est dans sa personnalité, il a envie de prier maintenant, il aime prier, il veut prier, que je sois là ou que je sois pas là. C'est une inauguration de cette caractéristique qui est la tfila dans sa personnalité. Donc voilà, comme on a inauguré une maison, on a inauguré le temple parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu au monde, et bien pareil, on inaugure une nouvelle caractéristique chez l'enfant que j'ai pas mis moi en évidence, que je n'ai pas mis entre guillemets le couteau sous la gorge pour lui allez, tu vas à la prière. Bien fait, on y vient. Tout chinour, il commence par une mise en condition. C'est-à-dire que je suis obligé maintenant, pour qu'il vienne à la tefila, de lui promettre un cadeau ou d'être un petit peu dur, de mettre un petit peu d'autorité, etc. C'est sûr, mais il faut que ça soit accompagné du chinour. Alors, chinour, c'est toutes les activités. Maintenant, il y a deux types d'activités. Il y a des parents qui vont mettre tous leurs efforts dans la mise en activité de l'enfant, qui n'est pas du chinour. Tu le mets en activité maintenant. Ça s'appelle en hébreu la hafala. La hafala, c'est la mise en activité, si on traduit le terme. C'est-à-dire quoi? C'est comme si tu appuies sur un bouton pour qu'il fasse une chose. Comment? Par l'intermédiaire d'un cadeau, par l'intermédiaire d'une autorité, par l'intermédiaire d'une punition ou de n'importe quelle chose. Donc, on le met en... C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est moi le moteur. Maintenant, le chinour, c'est de créer chez lui le moteur. Alors, on peut utiliser l'un, mais il faut que ça soit en parallèle avec le chinour. Sinon, on n'a rien gagné. Parce que si on fait que la mise en activité, quand il n'y a plus de pression, on n'appuie plus sur le bouton, automatiquement, il va s'arrêter. Par contre, si j'arrive en parallèle à créer chez lui ce chinour, alors j'ai tout gagné. Je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, vous savez qu'on va regarder l'exemple de la tfila. On va regarder l'exemple de la tfila, c'est un bon exemple. Maintenant, moi, j'ai envie qu'il vienne à la tfila, l'enfant. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, regarde, viens à la tfila avec moi. Tu veux venir là. Alors, c'est sûr que d'abord, je vais créer chez lui l'envie de venir à la tfila. Comment? Par le fait que quand je vais rentrer de la choule, etc., je ne vais pas revenir, ça m'a saoulé. Je vais revenir, waouh, Ezeyofi, on est revenu, on a prié à Kadosh Baruch Hu, c'est quelle ambiance, tout le monde en cœur comme ça. Bon, déjà, il va voir que j'ai envie d'aller avec papa. Ok. Une fois qu'il a envie, il faut un peu, le faire patienter. Je ne sais pas si tu le mérites. Tu sais ce que c'est d'aller prier dans la maison d'Hachem, le Sefer Torah, le machin. D'un coup, on crée chez lui la curiosité. Maintenant, il faut se lever tôt le matin. Moi, maintenant, le moment venu où je dois l'amener à la tefila, il faut se lever tôt. Je dis quoi? Tu veux venir à la tefila? Il ne vient pas, c'est tôt pour moi. Ok. Je lui propose un petit. Tu viens, c'est quoi? Tu viens toute la semaine avec moi. Shabbat, je te donne un cadeau. Donc là, maintenant, on va créer chez lui la mise en activité. On a dit, c'est pas bon, c'est pas du bon chinour, ça. Alors, il va aller à la tefila. Arrivé à Shabbat, je vais dire à sa mère combien il était sérieux à la tefila. Combien c'était quelqu'un qui a bien prié. J'ai vu après avec intention, machin, etc. Je vais mettre en évidence les bons points qu'il a eu dans la tefila aux yeux de sa mère, aux yeux des gens, même si ça se trouve dans sa famille. Vous savez, je vais vous expliquer. On l'appelait Réhouven. Réhouven, il a fait une tefila incroyable. Je l'ai vu sur le côté comme ça, il a prié. Lui, d'un coup, il sent que prier, c'est intéressant. Prier, ça lui donne du respect aux yeux des gens. Ça crée automatiquement au fond de lui le fait de vouloir prier. Maintenant, mieux que ça, Shabbat, je vais raconter des histoires à table de la tefila. Et je vais lui dire, tu sais, Réhouven, quand tu pries, tu sais ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il est avec les anges, il entend ta voix. Et il dit aux anges, chut, écoutez, mon fils Réhouven, à Ashdod, il est en train de faire une prière. J'ai envie de l'écouter. Et il tend l'oreille à Akadosh Baruch Hu, et il écoute comment tu es en train de faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol niyeh bidbaro. Et Akadosh Baruch Hu, il est content. Tu t'imagines pas? Imagine-toi, il a mis tous les anges de côté pour écouter ta tefila. L'enfant, il voit ça, il dit quoi? Moi, j'arrive à rendre heureux Hachem. Je suis mieux que les anges. Ma prière, elle est terrible. Oui, on lui crée chez lui. Ouais, d'un coup, maintenant, tout seul, il fait les prières.
Pourquoi? Ça y est, on a créé. Je vous l'ai fait en 2 secondes, mais c'est un travail de longue haleine. Ça peut prendre des fois des mois et des mois. Mais ici, on crée chez lui quelque chose de nouveau. Maintenant, moi, je suis plus là. Je suis parti pendant 2, 3 semaines. Il prend sa pomme et il fait une bracha avec intention. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle l'importance de la tefila, que quand je me il écoute toutes les tefilotes, et que je me il met de côté les anges. Maintenant, il sait, oh, tu te rends compte? Maintenant, quand je me il va écouter ma tefila. Et il voit là-bas combien il aime se voir bien prier parce qu'il sait que sa mère va être fière de lui, etc. Et donc, automatiquement, même sans pression, il est déjà sur les rails, il aime la prière, il va grandir avec ça. Et pour lui, tout le temps, il aura envie de prier. Pour lui, ça ne va pas le saouler d'aller à la mincha, ni à Arvit, ni de se lever tôt le matin pour aller faire la prière. Pourquoi? Parce que je kiffe. Moi, j'aime bien cette ambiance. Moi, j'aime bien me retrouver avec Hachem, dans ma Amida, pendant 4-5 minutes. Et chaque mot, je les compte, machin, je parle, je prends mon temps. Pourquoi J'aime prier. Et un autre, il ne sait pas c'est quoi la valeur de la tefila. Il prie parce qu'il faut prier. Vous comprenez? Ça, c'est Chinour. Chinour, c'est donc de mettre en évidence comment ça s'appelle, la caractéristique chez l'enfant. Ça peut être plein d'autres choses. Lui expliquer comment c'est dangereux la chose. De lui raconter une histoire de quelqu'un qui s'est fait mal, etc. Ça, lui, il a qui je ne peux plus toucher à ça. Toucher à la plaque de Shabbat, c'est très dangereux. Comment je l'ai éduqué à ça? Je l'ai éduqué, etc. Maintenant, je peux aussi lui dire, tu touches à la plaque de Shabbat, je t'enlève ta trottinette. Là, il ne va pas toucher. Mais est-ce qu'au fond, il sait pourquoi on ne touche pas? Est-ce qu'il a ça en lui? Non, comme un robot. Le chinour, c'est exactement l'équilibre entre le fait de ne pas faire de lui un robot et le fait de ne pas le laisser non plus aux oubliettes, c'est-à-dire de ne pas le laisser à l'abandon. C'est-à-dire, un homme, on le laisse à l'abandon, ça devient quoi? Un animal. On ne l'a pas éduqué, c'est un animal. Un homme, on l'éduque trop, on lui met trop de barrières, ça devient quoi? Un robot. L'éducation, le chinour, c'est exactement l'équilibre entre les deux. Pas trop robot, pas trop à l'abandon, l'équilibre entre les deux. Ça, c'est l'éducation, selon la Torah. Chinour, selon la Torah, si vous avez bien compris maintenant la théorie, alors vous allez voir, en tant que parent, on peut voir où est-ce qu'on met le plus d'efforts. Est-ce que tu mets le plus d'efforts dans le chinour ou dans la hafala, dans la mise en application, mise en activité vous verrez que 90% de ce qu'on fait, c'est de mettre en activité l'enfant. Fais ci, sinon ça. Fais ci, je te dis de faire ça. Explique-lui, parle-lui, etc. Quand il y a écrit dans la Gemara, quand il a fait descendre 10 mesures de parole. 9, il a donné à la femme. 9. Une à l'homme. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce que la femme, comme elle aime bien parler, elle doit maintenant utiliser cette force-là pour expliquer à l'enfant. Et lui parler comme un adulte. Lui dire, tu sais, mon fils, comme ci, comme ça, etc. Quand il change la couche, et elle lui parle. Beaucoup de. Vous pouvez voir la différence entre 2 enfants, un qui est mature, qui sait bien parler, à 3-4 ans, et un autre, il est encore un bébé. C'est quoi la différence? C'est comment sa maman, elle lui a parlé. Elle lui a parlé comme un adulte. Et sinon, elle lui parle comme un bébé. Et doudou, et machin, etc. Et elle lui parle selon son langage à lui. Lui, maintenant, il dit rond. Au lieu de dire biberon, il dit rond. Alors, il dit, tu veux le rond? Tu veux le rond? Alors, on rentre dans son langage. Automatiquement, il n'arrive pas à se développer son truc parce qu'on croit qu'il comprend. Non, toi, tu dis biberon, il comprend. Maintenant, lui, il n'arrive pas à le dire. Donc, il dit rond. Mais si toi, tu dis rond maintenant, c'est quoi rond? Il va comprendre après. Donc, pour lui, il va jamais améliorer ce mot-là, biberon, parce que pour lui, c'est bon. Ma maman l'a confirmé, ou mon papa l'a confirmé. Et maman, quand elle parle à son fils, et elle lui explique, et elle lui dit, tu sais, elle lui explique comme un adulte qui vient d'arriver sur Terre, et qui ne sait pas comment ça marche. Elle lui explique, tu sais, ça, mon fils, ça brûle. Tu sais, ça, c'est dangereux. Tu sais comment c'est important la tefila? Tu sais comment c'est important ci? Tu sais comment c'est important ça? Tu sais comment c'est dangereux? Tu sais comment... Et elle parle. L'enfant, il apprend, il boit les paroles de sa maman et automatiquement, ou de son papa, attention, on n'est pas en train de dire c'est que, et automatiquement, il arrive à acquérir cette chose-là tout seul. Et ça, c'est l'éducation. Vous avez compris au niveau théorique? Ok. La question est de savoir comment je développe maintenant ce rinour, quoi. Si tu me dis maintenant, il faut arriver à développer ça, comment ça marche? Alors, il y a plusieurs points. Comment développer maintenant la mise en application en activité d'un enfant, on sait. Tu veux arriver, amener l'enfant à un objectif, ou tu utilises l'autorité, ou tu utilises un cadeau, ou quoi que ce soit, pour pouvoir l'amener au point où tu veux qu'il arrive. Maintenant, le chinour, c'est d'arriver à lui expliquer combien c'est bien d'aller là-bas, et de lui-même, il le fait,
Essaye, c'est acquis chez lui. Comment faire ça? Comment faire ça? Je vous ai dit un peu dans l'exemple que je vous ai ramené, et je vous ai un peu expliqué comment ça marche. D'abord, la première des choses, c'est quoi? C'est l'exemple personnel. De voir ses parents le faire, c'est la meilleure transmission. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que lui, il est nouveau dans ce monde-là. On a tendance à penser que l'enfant, comment dire, comment ça s'appelle? Il est adulte. Des fois, on vient, on dit, mais des fois, on le gronde comme si il est au courant. Alors, c'est un adulte comme nous. Et que, attends, je comprends pas, pourquoi tu mets les doigts dans la prise? Mais 2 minutes, mais lui, il ne sait pas, lui. Il faut il faut toujours se mettre dans la tête, c'est un enfant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de le juger ou de lui dire quoi que ce soit, de se mettre maintenant, imaginez-vous, comment s'illustrer ça? Imaginez-vous, la personne, elle commence un nouveau job. Dedans, il y a un programme, il ne comprend rien. Et on lui dit, regarde, typique, le programme marche comme ça, là tu ouvres la fenêtre, là tu fermes, là tu trucs, là tu rentres le client, là tu envoies le dossier à telle personne, etc. Il ne comprend rien, lui. Là, il vient, il fait une mauvaise manipulation. Alors, il appelle le responsable, il dit, tu peux m'aider là? Et le mec, il commence à là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu te rends compte, t'as envoyé un mauvais client, et machin, voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bon, viens dans mon bureau tout de suite, faut que je te parle. Le mec, tu vas te sentir pas, tu dis, mais attends, mais disons, mais je viens d'arriver, je connais pas je sais pas comment ça marche. Vous comprenez, c'est normal. Imaginez-vous, c'est exactement ce qu'on fait à nos enfants du matin au soir. Mais pourquoi tu touches au sel? Le petit, il renverse le sel sur la table. Mais depuis quand, lui, il est au courant que le sel, il ne faut pas renverser sur la table? Mais attends, et pourquoi tu fais ça? Et on le regarde, c'est honteux ce que tu me fais. Tu cries devant tout le monde. Non, lui, il ne sait pas s'exprimer. Lui, pour lui, il a besoin d'un truc. Il ne sait pas exprimer, il crie. Mais non, lui, il ne sait pas que c'est l'archouma devant les gens de crier. Et la maman l'attrape. Tu fais honte devant tout le monde. Mais 2 secondes, explique-lui. Non, on crie, mon fils, on ne crie pas devant tout le monde. Regarde, les gens ils vont croire que tu es un bébé, etc. Et on l'explique gentiment. Ah, ok, d'accord. Mais maintenant, le crier dessus, encore plus, lui, il se sent frustré, comme cette personne qui vient d'arriver dans son boulot et qui ne comprend pas pourquoi on l'engueule du matin au soir. Mais tu fais n'importe quoi. Mais attends, expliquez-moi, je ne comprends rien. Maintenant, l'enfant, il a besoin de voir ses parents. Lui, il copie tout de ses parents. C'est-à-dire que s'il voit, il a un radar, l'enfant. Il arrive à voir exactement son père, ce qu'il aime. Lui, pour lui, alors imaginez, il vient d'arriver dans ce monde-là, dans sa tête. Il vient d'arriver dans ce monde-là, il ne sait pas comment ça marche. Donc, il regarde quoi? Ceux qui l'ont mis au monde, ceux qui sont à côté de lui du matin au soir. Il va voir son père. Il va voir, ok, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Donc, on voit, par exemple, on lui parle encore une fois de la tefila. Il va voir son père quand il va à la synagogue. Il va regarder, il dit, c'est bien la tefila ou pas? Il va voir son père en train de râler, ou en train de faire les gros yeux, en train de se plaindre, et en train de courir quand la prière est terminée. Donc, pour lui, dans sa tête, la tefila, automatiquement, c'est quelque chose de pas bien. Par contre, il va voir son père quand il fait du bricolage ou il s'occupe de sa voiture, il va voir la simra dans les yeux. Il est là, il commence à bichonner sa voiture, ou il commence à sortir sa caisse d'outils, on dirait qu'il a ouvert une mallette de diamants comme ça. Le fils, il voit ça, il dit, ah, bricoler, c'est bien. Automatiquement, il rentre dans son cerveau que, et maintenant le père il comprend, il dit, mais je crois pas, tu sors d'où toi? Pourquoi tu veux pas la tefila et t'es là, tu prends le marteau, t'es là comme un. Ben, c'est normal. Lui, il sait pas comment ça marche, il regarde, automatiquement, il a 2 cases. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que le mec il puisse s'améliorer. Hachem, il te montre tes défauts par l'intermédiaire de ton enfant. Te montrer exactement ce que tu as transmis. Si c'est pur chez toi, c'est émettre, etc., voilà que tu vas transmettre ça, automatiquement, il va aimer la tefila. Parce qu'il va voir chez ses parents comment ils aiment le Shabbat, comment sa maman a la sibra quand elle allume les nérotes, et la table de Shabbat, et ça chante, etc. Automatiquement, chez lui, Shabbat, ça correspond à la simra, à du bonheur. Shabbat, ça sort pas de chez moi. Ça y est, c'est ancré en moi. Les tefilines, on lui prépare sa bar mitzvah et tout. Il voit la simra, comment tout le monde vient prendre des photos avec lui, l'odeur du cuir comme ça, des tefilines. Pour lui, mettre des tefilines, c'est quelque chose de bien. Automatiquement, dans son cerveau, il a ancré ça comme quelque chose. Inversement, s'il voit quelque chose, son père, il a forcé à la tefila et il a massacré de coups pour la tefila, quand il va, l'odeur des livres, ça va le faire vomir. Il ne peut plus rentrer dans une synagogue. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle automatiquement quelque chose de pas bien. Ça, donc, le Dougma Ishit, c'est la première chose. Comment maintenant éduquer un enfant? D'abord, éduque-toi toi-même. Alors, même si le mec, il sait qu'il a des défauts. Il dit, ah, attends, comment je fais? Je ne peux pas avoir d'enfant tant que je ne suis pas éduqué. Non,
joue le jeu. Ne lui montre pas maintenant que ça te saoule. Viens, ça fait partie de l'éducation. Gonfle les choses. Sois un acteur. Joue la comédie. Tu as été maintenant, tu vois que ton enfant il te regarde, tu es en train de préparer la table de Shabbat. Ouais, regarde, aidez ses bras. Quel cadeau Hachem nous a fait ce Shabbat. Tu te rends compte? C'est un cadeau. Les goïms, ils nous envient, etc. Regarde comment on va kiffer. On va chanter, on va bien manger. Tu te rends compte comment Hachem nous aime? Le Ham Israël nous a fait un cadeau comme ça. Il commence à gonfler le truc, vous voyez ou pas? Il arrive à créer. L'enfant, il a une imagination débordante. Il arrive à lui créer ça. Automatiquement, il va l'enfant, pour lui, Shabbat, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est le clan. Maintenant, deuxième chose, donc comme vous l'avez vu à travers de l'exemple qu'on a dit, les histoires. Arriver à lui raconter des histoires sur ce qu'il fait. Les histoires, elles vont créer chez lui, l'enfant, sachez un truc, qui vit dans l'imagination. Il est que dans l'imagination. Automatiquement, jouer avec ça. C'est-à-dire quoi? Lui expliquer, lui faire un film, lui faire un scénario. Tu arrives à lui faire un scénario où on lui dit, imagine-toi maintenant comment, quand tu commences ta Amida, Akadosh Baruch Hu, il envoie 2 anges, allez me chercher Réhouven. Je vais écouter cette fille-là. Et 2 anges, ils viennent t'attraper comme ça, un dans chaque bras, et ils t'amènent jusque devant le trône céleste. Et là-bas, tu vois une lumière énorme. C'est Hachem. Oh, et l'enfant, il est là, il boit toutes les paroles. Ce qu'il kiffe, c'est son monde. Là, tu le fais vrai. Tu vois, tu passes les nuages, le premier ciel, le deuxième, troisième, les machins. Tu arrives, là, tous les anges, ils sont là. C'est qui celui-là que Hachem, il a amené devant lui, dans son palais? Ah, c'est Réhouven. Truc, machin d'Ashdod. Oh, poussez-vous vite, Hachem, il veut cette fille-là. Et là, d'un coup, tu sens une lumière. Tu peux pas regarder, c'est Hachem, tu t'assours. Et tu commences à Hachem, c'est Fatah Tiftar, au fil. Tu commences à parler avec Hachem. Et Hachem, il te dit, mon fils, oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, tu commences à faire ta prière personnelle. Imagine-nous à la fin de la vidéo, le mec, il s'imagine tout ça. Il s'imagine comment, quand je me retrouve maintenant, il lui dit, mon fils, il dit à tout le monde, sortez. Maintenant, je vais m'entretenir en personnel avec mon fils. Mon fils, comment ça va? Raconte-moi comment ça se passe. Et le mec, il finit sa mida, il rentre ses prières personnelles, et il commence à parler avec Hachem. Maintenant, imaginez-vous comment il s'imagine ça. Quand on raconte ça à un enfant. Vous avez vu, là, ça s'est fait sur le coup, là. Combien on peut. Baruch Hachem, on a vu des films. Enfin, Baruch Hachem. On connaît comment ça marche. Tu peux lui décrire, tu lui fais un film comme ça à l'enfant. Tu lui décris la chose, il vit le truc. Maintenant, sa prière, c'est plus la même. Il va s'imaginer ça avant de commencer ça à Mida. Ou avant, même nous, ça nous aussi de s'éduquer comme ça, par l'intermédiaire de livres, de moussards, d'histoires, etc. De lui raconter comment, je sais pas, l'histoire du Baal Shem Tov, quand il a prié, sa neshama est montée, etc. Il y a plein d'histoires. Et ça manque pas. L'imagination d'une personne, elle peut éduquer un enfant. Elle peut éduquer. Parce que tu peux lui inventer n'importe quel scénario, n'importe quel film. Tu le prends et tu le rends dans le film et tu lui montres combien c'est bien, combien c'est important, etc. La troisième chose, la troisième chose qui crée chez l'enfant, qui arrive à éduquer, à créer chez lui la caractéristique, bien. La troisième chose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le hidoud. C'est quoi le hidoud? Le hidoud, si on traduit littéralement, c'est l'encouragement. Ça veut dire quoi? Une personne, elle est née, chaque personne, elle a un ego en elle. Elle a son ego. Elle aime qu'on la mette en valeur. C'est impossible. Une personne qui n'aime pas qu'on parle d'elle en bien, etc., qui n'aime pas qu'on lui fasse des louanges, qu'on lui fasse des compliments, etc., soit qu'il a un problème, soit qu'il est déprimé. Mais sinon, une personne, elle aime bien qu'on lui dise « j'ai bien aimé comment tu as fait, ton gâteau, il est réussi. J'ai bien aimé comment tu as cuisiné. J'ai bien aimé comment ça s'appelle quand tu es monté à la Torah, tu as bien lu. J'ai bien aimé. » Une personne, elle aime recevoir ça, des compliments des gens. D'accord? C'est inné chez l'homme. Maintenant, avec ça, on peut utiliser. Mais non, chez l'enfant, encore plus. L'enfant, il ne sait pas ce que c'est, si c'est bien ou c'est pas bien. Il adore recevoir des compliments. Maintenant, avec ça, on peut créer chez lui un moteur pour pouvoir faire une chose. Comme je vous ai dit dans l'exemple là, tout à l'heure, au début du cours, maintenant, si j'arrive à complimenter l'enfant, automatiquement, ça va créer chez lui l'envie de vouloir recommencer. Ça me donne des compliments, ça nourrit mon ego. Je veux ça. Donc, de dire devant tout le monde,
Vous savez, Réhouven, à la tfila, mais j'avais l'impression qu'il y avait une colonne de feu au-dessus de sa tête, tellement qu'il a prié avec intention. En tout cas, je voulais lui dire Kol Hakavod, voilà, devant tout le monde, je tiens à vous le dire. Imaginez-vous, voilà, une table comme ça, le mec, il prend la parole. En tout cas, d'abord, premièrement, je voulais féliciter mon fils pour la tfila qu'il a fait. Kol Hakavod, vraiment, le fils, il voit ça, il dit, ouais, tu te rends compte, c'est mon père, ça lui plaît. De faire une bonne tfila, c'est quelque chose d'important dans la société où je me trouve. Donc, automatiquement, je veux arriver à grandir dans cette société-là. Vous allez voir, n'importe quelle personne, dans une société, il y a une échelle de valeur. Une personne, automatiquement, pour avoir des compliments, elle veut monter en haut de cette échelle. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, c'est quoi l'échelle des valeurs? C'est d'être un médecin, un avocat. Tu dis, mon fils, il est avocat, automatiquement, waouh, ah, il a réussi, Blaïna. Ouais. Mon fils, il est médecin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois le mec, imaginez-vous, la petite blouse comme ça, professeur, machin. Tu vois, ah, il est docteur, lui, de l'hôpital Tel HaShomer à Tel Aviv. Automatiquement, comment on va le voir? Wow. Même si on lui dit pas des compliments, tout le monde sait, au fond, combien c'est quelqu'un de bien, selon l'échelle des valeurs que la société a fixées. C'est des bêtises entre nous. Hein, ça peut... Maintenant, imaginez-vous le mec costard, cravate, comme ça, maître machin. Ah, automatiquement, on va le voir comment? On va le voir comme quelqu'un d'important. Même si on n'a rien dit, le fait qu'il annonce qu'il est avocat, automatiquement, on sait combien tout le monde l'apprécie. Et donc, lui, il se sent bien. Il est prêt à faire pour ça 5 ans d'études, 10 ans d'études pour avoir une place importante dans la société. Pas parce qu'il aime être avocat, hein, parce que c'est son comment ça s'appelle? C'est sa passion. Il y en a, c'est leur passion d'être des rockers ou des machins, des trucs. Mais là, c'est sûr que le mec, pourquoi? Parce qu'il se voit déjà comment, le mec, imaginez-vous un pilote d'avion de chasse, il se voit déjà comment il est avec les ailes ici de pilote d'avion, il est avec son casque comme ça, il sort là-bas de l'avion, avec son casque, il enlève le casque, il sait que tu as toutes les filles qui le regardent, il rentre chez lui dans son quartier. Ouais, tu sais que lui, il est pilote d'avion de chasse, pilote de F-16. Waouh. Il sait comment tout le monde le regarde, il sait quand une fille, elle lui parle, d'un coup, il sent qu'elle est déjà séduite. Rien que par ça. Un homme, il est comme ça. Maintenant, un enfant, quand tu lui places des valeurs et tu lui dis, sache un truc, que ce que tu as fait, c'est hyper apprécié par le monde. Donc, automatiquement, cette chose-là, il va la mettre dans le sommet de ses objectifs. La tfila, pour lui, voilà, c'est bon. Donc, à nous maintenant, généralement, les parents, c'est des inspecteurs pour trouver les mauvais côtés des enfants. Mais regarde, il fait toujours il ne se lève pas à l'heure, toujours comme si, et toujours il fait du bruit. Pourquoi toujours tu cries quand tu parles? Pourquoi comme si? Jamais l'inverse. Maintenant, il faut être des inspecteurs pour trouver les bons points des enfants et de mettre les mettre en évidence en les complimentant sur ce point-là. C'est-à-dire quoi? Il a bien débarrassé la table. Tu veux que ton fils soit quelqu'un d'organisé, qui sache débarrasser, qui sache aider sa femme, etc. En tout cas, je veux dire, Kol Hakavod, pour truc, il a bien débarrassé la table. Je veux lui dire merci. Voilà, je lui dis devant tout le monde merci, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour toi. Je sais que tu n'aimes pas faire ça, et pourtant, tu as fait une belle mise à de Kibud Avaim, Kol Hakavod. Là, l'enfant, il voit, ouais, ça lui donne envie de recommencer. Vous comprenez le principe? Le idoud, l'encouragement, et ça ne marche pas que pour les enfants. Ça marche pour n'importe quelle personne. Une personne, tu veux qu'elle grandisse, complimente-la. Le mec, il a des employés. Tu vois qu'il fait du bon travail. Dis-lui, devant tout le monde dans une réunion, en tout cas, je voulais donner mes complimentations à telle personne pour le travail qu'il a fourni ce mois-ci. Vraiment, et tout le monde applaudit. Le mec, il se sent bien. Il a envie de continuer à bombarder. Il a envie de continuer à faire des contrats et de faire. Il y avait quelqu'un qui m'a raconté comme ça à New York. Il avait un magasin, il avait des employés là-bas. Il m'a dit, j'avais un employé mexicain, une bombe atomique. Il m'a dit un jour, je les ai tous mis en ligne. Je leur ai dit, vous faites n'importe quoi, machin. Et je les ai massacrés. Il m'a dit, lui, je lui ai dit, viens à côté de moi. Je ne sais pas comment il s'appelait, Pedro. Il a dit, viens à côté de moi. Et vous voyez, Pedro, ce qu'il a fait, c'est lui l'exemple. C'est lui. Ce que vous devez faire comme lui. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Je veux le même travail que lui. Il m'a dit depuis, ce qu'il a fourni comme effort ce jour-là, il le fait tout le temps. Pourquoi? Parce que maintenant, il a une réputation à tenir. Il a une réputation à tenir automatiquement, il n'a pas envie de décevoir. Il sait que maintenant, il a une place importante dans l'échelle des valeurs, donc il ne veut pas décevoir. Et entre parenthèses, si vous voulez une combine pour les. C'est bien aussi de faire ça dans les. Vos enfants, ils sont à l'école. De complimenter la maîtresse. La Mora.
Tu t'écris une lettre à la directrice. En tout cas, je voulais vous dire merci d'avoir choisi une maîtresse comme ça pour mon fils. Il rentre, il est heureux, il me parle d'elle comme sa deuxième mère, etc. La directrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler la Mora et dire, en tout cas, tu fais du bon travail, hein. J'ai reçu une lettre de tels parents d'élèves, ils sont fiers de toi. Comment la maîtresse, comment elle va être avec cet élève-là maintenant? C'est fini. Elle ne veut plus décevoir les parents. Pour elle, elle a une bonne réputation. Cet élève, vous avez compris la combine. Je vous raconte une histoire personnelle qui m'est arrivée là. Ça se dit dans tous les trucs. Complimenter une personne, c'est l'élever. Elle a envie de continuer à faire. Mais si tu la massacres, même sa femme ou son mari, merci. Quand la cavote, franchement, ça m'a grave aidé. Je voulais te dire merci. Voilà, je voulais te parler. Tu permets. Merci pour ce que tu as fait. Ça lui donne envie. Comprenez, mais pas c'est normal. Non, laisse, touche un petit mot. Chérie, quand la cavode, j'ai vu, tu as fait le ménage partout, c'est propre, c'est agréable de rentrer à la maison, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, c'est fini. Pour elle maintenant, faire le ménage, c'est un kiff. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'il y a un fruit, ça me donne de la valeur à ses yeux, donc automatiquement. Il y avait un moment, ici, ils ont fait une synagogue, là où je donnais des cours pour les jeunes à un moment dans un endroit où on ne trouvait pas de salle. Il n'y avait pas de salle pour donner des cours pour les jeunes. Je pense, il y a 1 an et demi à peu près. Et dans une école, ils ont pris une classe et ils ont rénové là-bas la classe. Ils ont fait une salle pour, à part, comme ça, de l'école, pour pouvoir faire un genre de petite synagogue, de cours pour les jeunes. Un petit bêta midrash, quoi. Et ils m'ont dit, je t'en prie, on va tout rénover là-bas. Non, c'est les mecs qui sont occupés de payer le truc. Ils sont à Jérusalem. Ils m'ont dit, toi, tu es sur Ashdod, tu es sur place. De temps en temps, jette un coup d'œil et tu vois le travail qu'ils fournissent. Tu gères quoi? Tu gères pour nous le travail. Bon, je suis arrivé le premier jour, ils faisaient les plafonds, c'était des Russes. Tu vois, comme ça et tout. Shalom, shalom, machin. Je suis responsable. Ils m'ont nommé responsable pour le truc. Donc, si vous avez un problème, m'appelez et tout. Et voilà. Donc, je regardais le travail. Ouais, il faisait du bon travail. Je suis parti. Le surlendemain, je suis revenu pour voir l'état des lieux. Et je vois maintenant le reste des travaux, c'est-à-dire les carrelages, la peinture, etc. C'est des Arabes. Ils ont pris des Arabes. Je vois maintenant une équipe de 5 rebeux. Ils vont me voir arriver avec ma barbe, mon chapeau comme ça. Et je vais leur dire, c'est moi le responsable, machin, etc. Ils vont me dédaigner. Ils vont me dire, qu'est-ce qu'il veut ce religieux là? Il va me dire quoi faire maintenant. Avant de rentrer, avant de me présenter, j'ai commencé à réfléchir. Comment je peux les mettre dans ma poche maintenant? Et j'ai pensé à ça. Je suis arrivé, je leur ai dit, comme ça, mot pour mot. Waouh, mais c'est quoi ce travail de professionnel? Mais qui a fait ça? Qui est-ce? Le mec, il a enlevé sa casquette, là, le chef des rebeux là-bas, il a enlevé sa casquette, il a mis sur son cœur comme ça, il m'a dit, c'est moi. Et je lui ai dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit Mahmoud. Je lui ai tendu ma main, je lui ai dit, j'ai jamais vu un travail aussi parfait. Tu sais quoi? Il a fondu le mec. Je lui ai dit, mais c'est incroyable. Il a regarde cette finition incroyable. Non, je ne connais pas moi, je connais maintenant la finition. Je lui ai dit, regardez le Joker. Le Joker. Maintenant, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange, j'appelle ton chef? Parce que le Kablan, c'est un juif. Celui qui les gère là-bas, c'est un juif. Non, et c'est Poalim. Genre, ces trucs, c'est des Arabes. Je lui ai dit, ça te dérange, je peux l'appeler? Il me donne son numéro. Il appelle avec son téléphone. Bonjour, je suis David Toledano, je suis le responsable des lieux. Vraiment, tes employés, mais c'est quoi ce travail? Et lui, maintenant, il kiffe au téléphone. Il me dit, t'as vu? Attends, mais tu sais pas ce qui nous est arrivé. Parce qu'on a fait comme ci, on a fait comme ça. Il m'a raconté tout l'historique des travaux. Il m'a dit, c'était pas le même niveau, on a dû mettre plus de ça pour pouvoir mettre le carrelage, etc. Mais non, je m'en tape. Colle à cavode. Je lui ai dit au moins 30 colle à cavode. Maintenant, c'est quoi le revers de la pièce? Maintenant, je dis, bon, tu peux me faire un petit tour maintenant, tu me montres le truc. Maintenant, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je regardais comme ça, je fixais le truc. Lui, il voyait que j'ai regardé le défaut. Tout de suite, mais il appelait l'autre. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il ne sait pas travailler, lui. Genre, il a mis la posée. Tout de suite. Non, les mecs, il avait 4 mecs avec lui. Il les a envoyés tout de suite. Ça, tu répares. Ça, tu fais. Genre, il les a activés parce que moi, j'ai vu de façon globale. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des. Il me dit, non, t'inquiète pas. Il me dit, Arabe, t'inquiète pas, ça, on n'a pas fini. Gros Arabe, ça, il y a une fuite, donc on n'a pas mis encore le garage. Mais t'inquiète pas, on va le mettre. Il se justifiait sur n'importe quel truc. À la fin, ils m'ont ouvert une bouteille de coca. On va fêter ça. Ils voulaient me faire un petit peu de cavode. Gros Arabe, tu veux un coca? Il m'a sorti un verre, il m'a amené un verre de coca. Je leur ai fait une belle bracha comme ça.
Et ils ont ça. Mais non, si j'ai joué la comédie. Pourquoi? Parce que tu leur fais montrer que maintenant, comment ça s'appelle? Dans l'échelle des valeurs, tu les as mis au top, ils ont pas envie de perdre ça. Une personne n'a pas envie de perdre sa réputation. Maintenant, comment ils vont travailler cela? Même si je suis pas là, ils vont avoir en tête le fait de je veux pas décevoir leur art. Il va revenir demain après-demain pour voir le travail, il faut que ça soit parfait. Ils se sont donnés à fond. Non, imaginez-vous le mec qui rentre, mais c'est quoi ce travail? Mais tu vas pas me laisser ça comme ça. Tu leur mets le seum là, les mecs ils ont envie de t'étrangler déjà. Ils ont tu les mets en valeur. Alors, l'enfant, c'est pareil. Un enfant, tu le mets en valeur. Automatiquement, tu crées chez lui un, comment dire, un moteur. Il a envie d'être cette personne que tu dis devant toi. Non, à toi de jouer la comédie. Des fois, à toi de trouver la chose, le compliment qui va, genre, tu parles avec quelqu'un, genre, tu sais, tu fais genre, t'as pas vu qu'il t'écoutait. Tu dis, tu sais, je te dis un truc. Bah, au Hachem, machin, il donne un cadeau. J'ai un fils, tu sais ce qu'il a fait? Et tu lui racontes. Non, le fils, il entend derrière, il dit, ouais, mon père, qui, dans ses idées de grand, d'adulte, il s'occupe avec son copain de parler de moi. Le petit minus, un enfant, ils se sont toujours rejetés. Ils ne sont pas dans les sujets des parents. D'accord, mon père, il prend du temps pour parler avec son copain de moi. Automatiquement, ça rend ce que je fais, c'est bien. Donc, je veux ça. Vous comprenez? Donc, on récapitule. Il y a 3 choses. Bon, il y a plusieurs choses. C'est à chacun de trouver. Il y a marqué comme ça. Chanor et Anar al Pidarko. Éduque l'enfant selon son chemin. C'est-à-dire quoi éduquer maintenant? C'est pas selon son chemin, lui il a besoin de coups, lui il a... Non, t'as pas compris. Là, c'est de la mise en activité. Il y en a comme ça. Comment ils traduisent le passage de Michelet? Éduque l'enfant selon son chemin. C'est-à-dire quoi? Il y en a un, tu lui parles, il comprend. Lui, c'est les coups. Ici, t'as rien compris. Ici, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, de la mise en activité. Si tu lui mets des coups pour lui faire avancer, bah, t'as vu comment je l'ai éduqué? Il est là, il est au taquet, le petit. Quand les gens, les invités, ils rentrent, il se met au garde à vous. Mais tu rigoles ou quoi? C'est un robot, le mec. Tu l'as brisé. Va voir demain, quand il sera grand, etc., s'il sera comme ça. S'il est encore comme ça, peut-être que tu as réussi à lui transmettre. Mais sinon, si tu vois il abandonne le truc, c'est que c'était stable pour te faire plaisir, il faisait ça. Mais au fond, il s'en fiche. Lui, il faut, parce qu'il y a des règles. Comme nous, des fois, on est obligé de s'arrêter au feu rouge parce que c'est les règles. Qu'est-ce que tu veux? On va prendre une amende. Il ne faut pas prendre son téléphone comme ça. Mais au fond, tout le monde prend son téléphone. À écart de ne pas, pas te faire choper. Mais c'est vrai ou pas? Est-ce que le mec il dit non, je ne prends pas mon téléphone. Il voit c'est qui l'appelle, il envoie un petit WhatsApp, etc. Mais pourquoi? Parce que ici, il y a l'amende, etc. Mais c'est pas entré en moi le fait que c'est dangereux si tu es sur ton WhatsApp, que tu vas le truc. Entre-temps, il y a un petit qui est rentré sur la route, toi, tu as baissé la tête. Il suffit d'un instant. Tac, le mec, il le fauche, il le rend handicapé à la vie. Il se rend pas compte de ça. Il faut lui raconter, il faut lui faire des trucs. Comme les gens leur disent c'est dangereux de fumer. Le mec, il fume. Jusqu'à temps que tu lui expliques pas comme ça combien il y a des gens qui sont morts et combien de trucs comme ça, etc. Tu lui montres tout le truc. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il n'a pas réussi à. Mais non. Quand on dit Hanor et Anar al Pidarko, ça dépend. Lui, c'est des histoires qui lui fait vibrer. Lui, c'est les compliments. Lui, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Lui, si tu n'arrives pas à le complimenter, il ne va pas avancer. Donc, bombarde-le, école à Kavod, et bravo. Et voilà, je voulais t'offrir un cadeau parce que j'ai vu le bon travail que tu as fait. J'ai voulu. Ah, le mec, il voit vous comprenez, c'est automatiquement, il arrive à l'éduquer. Maintenant, l'autre, c'est quoi? L'autre, il sait ça lui parle que son père. Il voit son père, comment il est fan de son père. Et donc, automatiquement, toi, tu as l'exemple exemple personnel. Tu arrives à lui transmettre ça. Donc, joue la comédie et essaye de créer chez lui comment ça s'appelle ce moteur-là, de créer chez lui ce moteur-là, et ce qu'on appelle le rinour. Rinour, ce qu'on a dit, c'est la nouvelle caractéristique chez l'enfant, c'est l'inauguration de, ce nouveau trait de caractère qui est chez lui. Comment tu as créé ça? Parce qu'on a expliqué maintenant. Ok. Jusqu'à maintenant, il y a des questions, des trucs. Ok, on avance. Alors. Parce que c'est très théorique, quoi. On n'arrive pas à bien. Jour le jour, il faut beaucoup développer. Chaque chose qu'on raconte maintenant, c'est un cours en soi, quoi. Il n'y a pas de. C'est des trucs qu'il faut développer, comment ça marche, dans telles conditions, dans tel cas de figure, etc. C'est les grandes lignes. On va dire les grandes lignes. Maintenant, il y a une chose que les Chachamim nous disent aussi. Sans amour, un enfant, il peut pas être éduqué. L'amour dans l'éducation, c'est la chose la plus importante chez l'enfant. Sans amour, il peut arriver à rien. Il peut arriver nulle part. Pourquoi? On explique.
En fait, une personne, comme on a dit, elle a un ego. Ça, c'est unique, unique. C'est chez la personne, chez l'être humain. Et automatiquement, il a besoin de ça. Maintenant, quand il est petit, l'enfant, il veut que prendre. Il fait pas la différence avec les gens autour de lui. Lui vient de découvrir sa personnalité. Jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près, c'est que jusqu'à un certain moment, l'enfant, il croit qu'il est sa mère. Il ne fait pas la différence. Il ne dit pas qu'il y a deux personnes. Il croit que c'est sa maman. À un moment, il comprend que c'est lui. Maintenant, quand il a compris que c'est lui, c'est-à-dire c'est lui et personne d'autre. C'est-à-dire que à peu près de 3 à 4 mois jusqu'à 2 ans, 2-3 ans, l'enfant, il est égocentrique à presque 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Maintenant, pendant cet âge-là, si on ne lui donne pas tout ce qu'il veut, au niveau de la chaleur et de l'amour qu'on doit lui donner, on risque de créer chez lui un déséquilibre. Pourquoi? Je vous explique. Si lui, maintenant, il se voit que lui, en fait, pourquoi il est égocentrique? Parce qu'il n'arrive pas à voir les autres personnes. Il découvre ses mains, son truc, donc il est que dans sa personne. Il ne se dit pas qu'il y a une autre personne maintenant à côté de moi et qu'il faut que je prenne en considération que si je fais ça, ça va l'embêter ou ça va lui porter préjudice ou ça va l'endommager. Non, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Un enfant, c'est mon jouet, c'est mon truc, c'est moi, c'est ma maman, c'est mon papa. Il n'y a que lui. Maintenant, quand lui, il a besoin de savoir qu'on l'aime. Il a besoin de savoir qu'on l'aime. C'est-à-dire quoi? Quand on lui donne tout l'amour qu'il faut à 100%, automatiquement, il sait, c'est bon. Quand je suis arrivé à ma personnalité, je sais que j'ai une place dans le monde où je suis accepté et je suis aimé. C'est, au Hachem, mes parents, ils m'aiment. Ils testent. Ils voient, est-ce qu'il m'aime ou pas? Donc, il va essayer de faire des bêtises pour voir si on fait attention à lui, si on lui met des limites, etc. Si on le prend dans les bras, si on le fait, chaque fois, il veut les bras, etc. Il veut tester tout le temps pour voir si on l'aime. Il voit aussi comment ses parents, des fois, il l'envoient balader. Malheureusement, on n'est pas dans on n'est pas laisse-moi tranquille. Je peux pas maintenant. Je suis fatigué. Oh, mais arrête maintenant. En lui disant ça, il se sent repoussé. Il n'y a pas de problème, c'est humain. Mais à condition que derrière, il faut que tu bombardes en amour. C'est-à-dire, il faut que tu enveloppes tout ça pour pas lui faire comprendre qu'il est rejeté. Parce que si jamais il n'a pas reçu l'amour qu'il faut, il va grandir avec un complexe. Peut-être que je suis pas aimé dans le monde. J'ai pas une place où on m'aime. Et alors, qu'est-ce que ça va créer chez lui? De toujours vouloir être reconnu dans la société. Cet ego-là, si on arrive à le rassasier, il le perd. Pour lui, il sait ce qu'il fait. Moi, j'ai besoin de plaire à personne. Je sais qu'on m'aime. J'ai reçu assez d'amour quand j'étais petit. Donc, automatiquement, j'ai pas besoin d'amour ailleurs. J'ai pas besoin maintenant que de trouver grâce aux yeux de la société, de faire ce qu'ils font, de fumer comme tout le monde parce que c'est comme ça que tu as accepté. Non, je m'en tape, fumer. Moi, j'ai pas envie de fumer. C'est des gens qui sont forts de caractère. Ils se laissent pas arnaquer par n'importe qui. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de te plaire. Je sais que je suis aimé. D'où tu sais, quand j'étais petit, on m'a donné ce qu'il fallait. Maintenant, s'il grandit avec un complexe qu'on n'a pas assez aimé, il est déséquilibré. Dans le sens qu'il a besoin toujours de plaire. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont toujours besoin de se mettre en évidence. T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu comme ça? Tu m'as pas dit comment c'était là, ce que j'ai fait. Ils sont tout le temps là en train de mettre et moi, en train de se vanter, parce que le mec, il n'a pas reçu ce qu'il faut. La personne n'a pas reçu ce qu'il faut quand il était jeune. Pardon, c'est l'enfant jusqu'à quel âge? Ça dépend. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'âge. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des caprices. Ça passe en caprice. Mais ici, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, il veut les bras, il veut la maman, elle doit se donner son rôle de maman, de papa, et le bombarder en bisous, le bombarder en je t'aime, et le prendre dans ses bras. Il y a une technique comme ça que j'ai lu dans un livre, de lui donner, donc comme ça on a fait avec nos enfants, un genre de doudou, genre de petite couverture comme ça, on appelle ça le doudou, et une petite couverture, on leur achète une petite couverture, et on leur dit c'est votre doudou. C'est-à-dire quoi? Ils sont tout le temps avec. Maintenant, le problème c'est quoi? On ne peut pas leur donner de l'amour 24 heures sur 24. Non, lui, il a besoin d'amour. Comment il fait? Il prend son doudou, comme ça, contre lui, et il dort avec. Pour lui, il a tout le temps de l'amour. C'est un genre d'amour indirect, comme ça. Et les deux, ils sont avec leur tout le temps. Ils le traînent par terre. Et pour le laver, c'est une galère. Parce que maintenant, tu le laves, mais il n'a pas son truc. Il se sent pas bien. Ils sont un peu déséquilibrés comme ça. Donc, ils ont leur doudou comme ça. Et tout le temps, ils ont besoin. Dès qu'ils ils pleurent et tout, je veux mon doudou, tu lui donnes, il se calme. Il dort avec, etc. Il met tout son amour dans ce doudou-là. Il sent tout le temps qu'il y a où se réfugier, etc. Quand tu peux pas être là, dans la nuit, tu peux pas dormir avec lui. Tu peux pas Donc il se sent bien, automatiquement il se sent aimé, il se sent bien. Maintenant, si jamais il n'a pas ça,
Alors, ça peut être jusqu'à 2, 3 ans, ça dépend. Il y a des... Au bout d'un moment, on voit qu'il, ça y est, quand on lui fait des bisous, arrête, ça y est, papa, non, je veux pas, tu vas me dire, non. Sans que ça y est, il arrive à un âge où il est rassasié, j'ai compris que tu m'aimes, c'est bon. Là, à ce moment-là, on peut voir que c'est bon. Après, de temps en temps, il y a toujours, mais de moins en moins. Par contre, quand il est petit, il faut le bombarder jusqu'à temps qu'il comprenne, il est rassasié. Moi, Baruch Hashem, je sais qu'on m'aime. Et automatiquement, il a besoin de plaire à personne. Quand il grandit, c'est quelqu'un de. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il n'est pas influençable. Et regardez les gens, des familles divorcées, les enfants de familles divorcées, ils n'ont pas reçu ça. Ils n'ont pas reçu l'amour de leurs parents. Leurs parents, ils se disputaient, etc. Pourquoi ils sortent du droit chemin? Parce qu'ils ont besoin de plaire à la société, ils n'ont pas reçu l'amour qu'il faut. Donc automatiquement, plaire à la société, c'est quoi? Si tu es avec des voyous, ben, leur plaire, c'est voler, c'est fumer de la drogue, faire n'importe des bêtises. Faire des bêtises. C'est comme ça que je suis quelqu'un d'intéressant. C'est comme ça, c'est quand je suis quelqu'un qui me bat, à l'école, etc. Comme ça, on me voit bien, alors je veux me battre. Et le mec, tout le temps, il va chercher la bagarre, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'amour qu'il faut. Son père, il n'était pas là, ou sa mère n'était pas là. Il a vécu qu'avec sa mère ou qu'avec son père. Automatiquement, moi, je les vois comme ça, tout de suite. Je vois l'enfant, il est un peu excité comme ça. Tout de suite, je pose la question aux parents. Je dis, mais vous avez. Non, son père, il est parti à l'époque. Mon mari, c'est pas son père. Etc. Tout de suite, je comprends, il y a eu un problème ici. Il n'a pas reçu. Donc, il faut le rassasier à fond. Jusqu'à temps qu'il sent, ça y est, j'ai une place dans le monde où on m'aime. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire le nourrir son ego quand il est petit. Ça va lui enlever son ego. Automatiquement, ça va être quelqu'un d'équilibré, qui sait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de plaire à n'importe qui, d'être influençable. Et voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, c'est pour ça que des fois, on entend les gens, mais arrête, tu rigoles quoi, tu vas pas le prendre dans ses bras, il fait des caprices. Non, 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 c'est bêtise. Tu lui donnes à fond tout ce qu'il a besoin. Pourquoi? N'aie pas peur des caprices. Il va te faire c'est pas des caprices. C'est qu'il veut savoir si tu l'aimes. Son ego, il est là, il crie. Tu peux reprendre-le dans tes bras, c'est pas grave, tu le prends, tu le truc. Après, à te trouver des combines. Comme je vous l'ai dit là-bas, l'histoire du doudou, de la tétine, d'un petit biberon, de rester à côté de lui avec la poussette. Pas obligé de chacun son truc. De trouver des combines, mais toujours, et toujours lui dire qu'on l'aime. Mais non, il y a des moments où des fois il se sent repoussé. Ah, dans sa tête, il se dit quoi? Peut-être qu'on m'aime pas. Alors, tout de suite, de l'envelopper d'amour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire maintenant, si jamais on l'a envoyé balader, oh, ça y est, maintenant, machin, etc., il fait la tête. Il est parti pleurer maintenant, etc. Tout de suite, attendre que non, le mec, il sait très bien, j'ai mal réagi. Je me suis un peu emporté. Tout de suite, il va le voir dans sa chambre. Excuse-moi, je me suis un peu emporté. Tu sais que je t'aime, tu sais que c'est pour ton bien. Tout de suite, il le couvre de trucs. Allez, viens, toi et moi, on va se balader, aller ensemble. Il le prend. Il a fait oublier l'enfant tout de suite dans sa tête. Bah, au Hachem, c'est bon, je sais que c'était pas. Il a réagi comme ça. Il m'a expliqué pourquoi il a réagi comme ça. C'est pas parce qu'il m'aime pas. Mais s'il y a trop où il se fait repousser tout le temps, à la fin, il tire une conclusion, on m'aime pas. Et là, il arrive plus tard. Imaginez-vous, il faut qu'on arrive à un niveau où il tire cette conclusion. Comment il s'est fait repousser, comment il s'est fait engueuler par ses parents, et grondé, et puni, etc. À la fin, le moment venu, pourquoi il est parti en quête, le petit? Ben, c'est normal, il ne se sentait pas aimé. Donc automatiquement, la rue, elle a accueilli, bras ouverts. Il savait qu'il fallait faire la racaille pour se faire accepter. Et donc, les parents, ils ne comprennent pas. Mais c'est vous, les responsables. Vous l'avez rejeté. Donc lui, maintenant, il cherche à être aimé quelque part. Et là-bas, c'est facile d'être aimé. Il faut que si tu arrives à faire le caïd, le machin, etc., tout de suite, tu es quelqu'un qui est zorem, comme on dit. Tu es quelqu'un qui rentre dans les trucs, on t'accueille dans la bande. Donc là-bas, il se sent bien, il se sent équilibré. Vous comprenez? Après, il a un complexe de ça, il veut tout le temps chercher ça. Regardez bien les gens qui sont tout le temps au centre de l'image, etc. C'est des gens qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents. Ils n'ont pas, leurs parents, ils travaillent du matin au soir. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont eu 15 gosses. Et lui, c'était le petit dernier, on l'a laissé de côté comme ça. Il est tout le temps là en train de tester et de voir si. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce que tout le temps à se mettre en avant comme ça? Ça devient même. Attends, mais tu sais où il a grandi lui? Avant de le juger, dire, il m'a saoulé celui-là, tout le temps à se mettre en avant. Tout le temps, lui, moi et moi et moi. Attends, tu sais où il a grandi lui? Il n'a pas reçu l'amour de ses parents. Son père, il est mort quand il était jeune, etc. On ne sait pas, nous, ce que la personne elle a vécu. Nous, bon, on a vécu dans une bonne ambiance, etc. Mais tu ne peux pas juger. Toi, tu es équilibré et toi, tu juges, mais pourquoi tout le temps, moi et moi? Vous comprenez? Donc, en fait, c'est très, très psychologique ici. Donc ça, l'enfant, le bombarder d'amour, de le bombarder, sans interruption.
pour qu'il comprenne comme ça. Et automatiquement, on a créé chez lui, c'est dur. Ça prend demande beaucoup d'investissement, mais c'est des investissements qu'on fait qu'après, on va gagner plus tard. Ok, maintenant, il y a un autre point aussi. Comme on a dit, regardez l'enfant en tant que enfant. Généralement, regardez comment ça se passe. Les gens, quand est-ce qu'ils regardent quand par exemple l'enfant a fait une bêtise, les parents, ils vont l'engueuler, ils vont le gronder, des fois devant tout le monde. Attention, tu vas lui dire quoi? Tu sais que ça saute dans l'engueuler. Pourquoi? Parce que tu lui fais honte en public. Selon la Torah, de faire honte en public, c'est une grave avéra. C'est une grave avéra, très grave avéra. Toi, maintenant, imagine-toi, dans le bus, c'est quelqu'un, il t'affiche devant tout le monde. Ou au travail, voilà. Au travail. Et le mec, tu dis, pourquoi tu prends en public? C'est grave ce que tu as fait. Sachez que des fois, entre nous, il y a sa mère, ses frères et sœurs, il écrit dans tout le monde, il a honte en public. Et alors, c'est grave. Mais tu vas me dire quoi? Mais c'est un enfant. Alors, deux secondes. C'est-à-dire quoi? C'est quand tu veux que c'est un enfant. Mais ça va, c'est un enfant. C'est quand tu veux que c'est un enfant. Par contre, c'est quand maintenant tu dois faire attention à lui, quand maintenant il a fait une bêtise, tu le considères comme un adulte. Tu le grondes comme un adulte. Tu dis, mais pourquoi t'as touché? Mais lui, il n'est pas censé savoir. Lui, c'est un enfant. C'est pas quand tu veux, tu décides que c'est un enfant, et quand tu veux, tu décides que c'est un adulte. Quand tu as envie de passer tes nerfs, tu dis, mais ça serait un enfant, ça va. C'est pas un adulte. Un adulte, j'aurais jamais fait ça. Mais lui, c'est un enfant. Par contre, quand il fait une bêtise, tu dis, attends, tu l'engueules comme si c'est un adulte. Mais pourquoi tu as fait ça, etc. Ici, il faut se mettre les points sur les lignes une bonne fois pour toutes, dire que c'est un enfant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avant n'importe quelle intervention que tu fais, il faut que tu te dises lui, il faut que tu réfléchisses dans la tête de l'enfant pourquoi il a fait ça. Si maintenant il a touché la plaque de Shabbat, c'est qu'il est curieux. Il vient de découvrir c'est quoi ça. Donc il veut toucher. Mais tu ne peux pas l'engueuler. Pourquoi? Parce qu'il vient de découvrir. Il veut découvrir. Donc tu lui dis quoi? Non, je t'explique. Touche pas à ça, c'est très chaud. Tu vas voir, regarde. T'as vu? Regarde, mets pas les mains là-bas. Ça peut, Rabbi Shalom, si ça te coince, ça fait très haut. Tu lui expliques gentiment, mais pas tu le cries. Parce que si lui, il va se sentir repoussé, comme on a dit. Il va se sentir repoussé, on m'aime pas, etc. Et rebelote. Maintenant, comment on fait alors? Tu veux le gronder? Tu l'attrapes dans un coin? Je peux te parler 2 secondes, machin. Enfin, même pas. Tu le prends dans la chambre, et là, tu peux lui crier dessus. Là, tu peux l'engueuler, tu peux lui faire la morale, etc. Maintenant, là, c'est-à-dire, tu le prends comme un adulte. Et à ce moment-là, pas l'inverse, vous avez compris? Là, d'un coup, c'est un enfant, et quand il fait des bêtises, c'est un adulte. Pourquoi tu as fait ça? Il sait très bien. Non, il ne sait pas. Même, je vais vous dire, des fois, comment les Ramim nous disent, par exemple, les jouets d'un enfant. Il est en train de faire son bateau. Il est à fond dans son jouet maintenant. Tu lui enlèves son bateau, tu lui casses. Tu dis, allez, ça y est, maintenant il faut aller dormir. Tu lui prends, tu lui jettes comme ça. C'est rien, tu le ranges, ça racole, tu lui as remis ça dans sa caisse de jouets. C'est des Lego, il a fait, on va dire. Tu lui prends un truc, ça s'est cassé. Maintenant, tu lui as fait. Imagine-toi maintenant, c'est comme si on t'a cassé ta voiture. Tu vois la réaction, quelqu'un il vient, il te casse ta vie de ta voiture. Il dit, ça y est, tu ne te gares pas ici. Tu rentres chez toi maintenant, il te casse ta vie. Tu vois la douleur que tu as maintenant? Tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Eh ben, c'est exactement la même douleur qu'il a, proportionnellement parlant. C'est-à-dire que nous, on ne réfléchit pas. Mais c'est pas, c'est un jouet. Pourquoi tu pleures maintenant? Non. Il faut prendre en considération ça comme quelque chose d'hyper important. Il a envie de jouer à ça? On le laisse. Alors, maintenant, on doit manger. Fini. Je te laisse encore 5 minutes pour terminer. Mais ne pas venir comme ça de lui enlever le jouet. Je vais donner 2-3 exemples comme ça. Il y a un milliard d'exemples. Mais de considérer l'enfant dans sa tête d'enfant. C'est-à-dire quoi? Comme toi, maintenant, tu n'aurais pas aimé qu'on t'enlève on te casse ta voiture, pareil, ne lui casse pas son jouet. De dire, mais c'est rien, ça va, c'est un gosse. Non. Fais attention. Ici, mets-toi à sa place. Descends maintenant dans sa tête. Mets-toi dans ses chaussures. Mets-toi dans ses baskets. Et essaie d'imaginer, toi maintenant, à son âge, comment tu aurais voulu que ton père il vienne te dire d'aller venir manger ou de venir d'aller dormir? Qui te casse ton jeu. Comment tu aurais réagi maintenant? Tu aurais vu comment ton père maintenant? Donc, vous avez compris comment ça marche. De se mettre dans la tête de l'enfant, de le voir comme un enfant et de réagir en fonction de ça. De lui parler en fonction de ça. D'avoir son langage. Et pas le considérer comme un adulte et de lui balancer ce que je lui aurais balancé. Et inversement, des fois, de ne pas dire c'est un enfant, donc je peux me permettre de faire ce que je veux. Ce que tu n'aurais pas fait avec un adulte. Donc, à nous de bien prendre en considération ça, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et même pour chaque personne, de tout le temps se mettre dans les baskets de son prochain. Tu sais pas où il a grandi, tu sais pas ce qu'il a besoin, tu sais pas ce qu'il a vécu maintenant. Peut-être qu'il est dans une mauvaise phase.
Le mec, il est déprimé maintenant. Il t'a pas dit bonjour. Asma, c'est pas grave. Calme-toi. Ouais, mais on fait pas ça. Mais tu sais ce qu'il vit maintenant? Ça fait 2-3 jours, il est déprimé, le pauvre. Il lui est arrivé 1, 2, 3, 4. Mets-toi dans le couple aussi. Sa femme, son mari. 2 secondes. Mets-toi à sa place. Toi, en tant qu'homme, tu ne réfléchis pas comme ta femme. C'est pas la même réflexion. Ta femme ne réfléchit pas comme toi. On avait expliqué tous ces trucs-là. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose. Ça s'appelle en hébreu Tadmit Atzmit. Tadmit Atzmit, c'est quoi? C'est construction propre. Alors, littéralement, c'est un peu. En gros, je t'explique comment ça marche. C'est à nous de construire l'enfant. Comment? Alors, c'est un peu théorique, ok, mais on va essayer de comprendre. Psychologiquement, une personne, quand tu lui dis une chose, il va être amené à faire cette chose. Par exemple, c'est dans la nature humaine, c'est dans la psychologie, dans l'inconscient. Une personne, tu lui dis, tu vois, il conduit, tu fais attention à ce plot quand tu conduis, de ne pas le percuter. Automatiquement, il va le percuter. Si tu lui mets en évidence une chose à ne pas faire, il va le faire. Pourquoi? Parce que la pression, elle est tellement grande chez lui que inconsciemment, il va vouloir, pour arrêter cette pression-là, cette angoisse, il va vouloir vite le faire pour que ça s'arrête. L'angoisse s'arrête. Ok, même si c'est pour ça que des gens, des fois, ils grattent leurs examens. Il a tellement peur de rater l'examen, la pression elle est tellement grande chez lui qu'il va rater l'examen. Pourquoi? Parce que comment dire, il a tellement l'angoisse de rater que inconsciemment il va dire, tu sais quoi, viens on rate, comme ça la pression elle s'arrête. L'angoisse elle s'arrête complètement. C'est pas grave, j'ai raté, mais au moins je peux souffler, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de pression. Ça c'est l'inconscient. L'homme il veut pas souffrir, il n'aime pas vivre sous pression, sous angoisse, et il est prêt à mettre fin à l'angoisse en arrivant au négatif, à l'objectif négatif qui a été fixé. Tu lui dis attention, tu fais tout, mais ne fais pas ça. Si tu fais ça, oh il va voir, le mec tu lui as dit ça et tu l'as tué. Regardez comment ça marche ça. Là, une personne qui marche sur une planche de bois, ok, elle peut courir, faire des allers-retours. On va dire, c'est quoi? 50 cm de largeur. Maintenant, tu mets cette même planche de bois dans le vide, entre 2 immeubles. Il y a de fortes chances que cette personne-là, elle va tomber. Comment c'est possible? Elle voit tellement l'angoisse de tomber, le vide, ça lui donne tellement, et si tu tombes, qu'est-ce qui va t'arriver, etc., qu'automatiquement, elle va se laisser tomber pour arrêter l'angoisse. Imaginez-vous, du coup, ça va. Maintenant, regardez, nous-mêmes, on fait ça chez l'enfant. Quand l'enfant, il est maladroit, à force de lui dire qu'il est maladroit, l'angoisse, elle est tellement grande chez lui que mes parents, maintenant, je les déçois quand je fais tomber des verres, etc., qu'il va faire tomber des verres tout le temps. On a créé chez lui cette maladresse. Vous voyez jusqu'où ça va? C'est incroyable. C'est-à-dire quoi? La majorité des défauts des enfants, c'est les parents qui les ont créés. À force de répéter combien cet enfant il est comme ça, et de voir combien on met l'accent sur cette chose-là, l'angoisse chez l'enfant elle est tellement grande de dire je vais décevoir mes parents, qu'il fait la chose. Pour arrêter l'angoisse. Voilà, j'ai cassé le verre, comme ça c'est bon. Je sais que l'angoisse, est-ce que je vais casser, je vais pas casser, je vais me faire engueuler, je vais pas me faire engueuler. C'est quoi? Il peut pas, il n'arrive pas à tenir le verre. Et automatiquement, chaque fois qu'elle fait la vaisselle, la petite, elle veut aider maintenant la pauvre. Elle casse des verres, elle fait tomber. Encore voilà le petit canard, truc, la petite maladroite. Et les parents, ils défoncent leurs enfants, tout le temps en train de leur faire entendre qui ils sont, etc. Et maintenant, à toi de comprendre l'enfant. Je vous donne un exemple. On a dit tout à l'heure que l'enfant, il est dans l'imagination. C'est que de l'imagination. Maintenant, à cause de ça, l'enfant, il ment. Mais pas parce que c'est un menteur. Parce que lui, il est tellement dans son imagination qu'il voit les choses en réalité. Et donc, il dit, tu sais, il dit à sa maman, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Il va mentir, mais il est dans son imagination. Maintenant, si la maman lui dit, mais t'es un petit menteur, toi. Comment c'est possible? Ta maîtresse, elle m'a dit que c'est dans son imagination maintenant. À force de lui dire que t'es un menteur, t'es un menteur, t'es un menteur. Mais non, lui, il ne sait même pas c'est quoi un menteur. Il ne sait même pas c'est quoi mentir. Il découvre ce monde-là. On lui explique que c'est quelque chose de pas bien. Automatiquement, maintenant, on lui met une pression dessus, une angoisse. Il a le stress de maman. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que mentir pour enlever cette pression. C'est quoi, voilà? Mettez-moi dans la case des menteurs. Comme ça, on arrête. C'est bon. J'ai plus la pression de savoir est-ce que je vais pouvoir tenir l'examen que mes parents ils m'ont mis de ne pas mentir, etc. Trop d'angoisse. Donc,
je préfère. Il y en a qui arrivent quand même à surmonter, ceux qui sont forts de caractère, à essayer de plaire à leurs parents et surmonter ce truc-là. Mais si tu l'avais jamais dit ça, que c'est un menteur, il aurait même pas su ce que c'est. Au bout d'un moment, ses imaginations, elles se seraient estompées et il aurait commencé à dire la vérité. Donc, il aurait même pas toi-même t'as installé le mensonge chez lui en lui répétant combien c'est un menteur, etc. Mais c'est vrai, il ment. Mais ne lui dis pas. Quand quelqu'un, un enfant, alors comment on fait? L'enfant, il fait des bêtises. Ok, alors tu vas dire quoi? Mais pourquoi tu fais des. Ne dis pas pourquoi tu fais des bêtises. Pourquoi tu es quelqu'un de méchant? Parce que lui, il sait même pas ce que c'est quelqu'un de méchant. Lui, maintenant, il va rentrer dans sa tête, je suis quelqu'un de méchant. Et il va, pour pas avoir la pression, il va être ce personnage-là, comme on a expliqué. Alors qu'est-ce qu'on dit? Imaginez où il a fait tomber quelque chose. Oh là là, la truc, il fait tomber, je sais pas, un verre d'eau. Pourquoi tu fais tomber l'eau? Là, tu le rends quelqu'un de méchant. T'as fait tomber, tu fais des bêtises, t'es comme ça. Ne dis pas ça vers lui. Dis de façon globale, quoi. Oh là là, le verre, il s'est renversé. Viens m'aider à nettoyer. Normal. Ici, la personne ne se sent pas attaquée. Le petit il ne sent pas touché. Dans le sens, on m'attaque, c'est moi la personne. Ben, apparemment, je suis quelqu'un de méchant. Donc, si je suis quelqu'un de méchant, mes parents, s'ils m'engueulent, c'est que c'est pas bien. Donc, ils veulent que je sois gentil. Donc, maintenant, il y a une pression, un stress. Est-ce que je pourrais être gentil ou pas, etc. Jusqu'à la fin, il y a trop de pression. Surtout que ses parents lui répètent, ils lui mettent le stress, il grandit. Donc, inconsciemment, il va choisir d'être quelqu'un de méchant pour enlever tout le stress. Ça y est, c'est bon. J'ai fait mon choix. Mettez-vous dans la tête que je suis méchant. Donc, comme ça, il n'y a plus de stress. Bah, au Hachem, je peux souffler enfin. Et il va rester quelqu'un de méchant. Qui c'est qui a construit ça? C'est pas moi. Ça, c'est ce qu'on appelle tadmit atzmit. Et vous voyez, et avec ça, au contraire. Maintenant, de dire à une personne combien c'est une bonne personne. Et ça marche même pour nous. Combien il faut se répéter de dire j'ai fait des belles choses dans ma vie. Bah, au Hachem, de voir les bons côtés, de se répéter combien on est quelqu'un de bien, combien. Pourquoi? Ok, c'est vrai, t'es tombé. Il y a des gens qui tombent, etc. Mais regarde combien tu as fait d'efforts aussi. Ne viens pas prendre ce truc-là et te dire je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un de bien. Attention, pas tout le temps, mais le mec, quand il sent qu'il se fait attaquer, construis-toi maintenant un tadmit, atzmit, comme on dit. Fais-toi une construction personnelle en te disant regarde, dans ma vie, j'ai fait des choses bien. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Parce que le Yitzhara, c'est son rôle. Le Yitzhara, il va t'ancrer que tu es quelqu'un de mauvais, jusqu'à temps que tu as trop de pression et tu vas être mauvais. Il t'a arraché, regarde, à quoi ça sert ce que tu fais? Maintenant, à toi toi-même de te construire, de t'éduquer comme ça. Je suis quelqu'un de bien, je peux réussir dans ma vie. Et ça, c'est des chitotes, des techniques de psychologie. Ça vient de la Torah, ça. Des techniques de psychologie pour pouvoir faire d'une personne une bonne personne. Comment? En lui prenant les côtés positifs et lui dire, répète-les-toi, fais-toi des exercices. Dis-toi, regarde, au Hachem, j'ai amené des enfants au monde. Je me suis marié, j'ai pu faire des choses dans ma vie, j'ai construit, je suis éduqué. Ah, au Hachem, j'ai une maison, j'ai des trucs. Je sais faire ci, je sais faire ça. Pas de mettre aux oubliettes les bonnes choses que tu as fait et de tout le temps remettre en évidence les mauvaises choses. Tout le temps les complexes comme ça. Regarde, tu es tout le temps un nul. À la fin, le mec, ça va être un nul. Alors qu'en fait c'était que 5% de sa personnalité qui était mauvaise. Mais tout le temps, il se la répète, tout le temps, il la remet en surface. Automatiquement, à la fin, il devient comme ça. Ces 5%-là, ils deviennent 10%, 20%, et à la fin, ça devient un rachat. C'est lui-même à nous de nous éduquer, et comme ça, c'est avec l'enfant. Ne pas venir lui mettre le stress, c'est pas grave. Il n'a pas rangé sa chambre, mais tu sais pourquoi tu es quelqu'un de désordonné. Tu peux m'expliquer pourquoi Non. Ça aurait été mieux avec. J'ai vu la cavote, j'ai vu que tu as bien rangé telle et telle chose. Mais ça aurait été mieux avec ton lit aussi. T'imagines, regarde, le lit en plein milieu, d'un coup, on voit ça lui donne envie de faire. Pas au Hachem. Et elle a fait tomber quelque chose. Pourquoi? T'es un ange? Moi aussi, comment ça m'arrive de faire tomber des trucs? C'est pas grave, viens, on va ramasser ensemble. Allez, on prend. Comment elle sent bien la personne maintenant? Elle n'a pas la pression. Et automatiquement, même si elle avait une maladresse, dans son cerveau, elle règle ça. Elle se dit, bah, au Hachem, il faut que je m'améliore. Il faut que je fasse attention un peu quand je prends les verres. Il faut que je prenne à deux mains le plateau parce que je vois qu'à une main, j'arrive pas. Je suis trop maladroite, mais elle n'a pas la pression. La pression de se dire, et si je fais tomber, et si je ne fais pas tomber, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Alors là, trop de stress, hop, elle fait tout tomber. Vous comprenez? Il y avait une histoire, comme ça, on va finir avec cette histoire, une belle histoire, parce que ça expose bien comme ça cette caractéristique. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Jacobson, c'est un expert dans l'éducation des enfants. Lui, il a
un institut pour remettre les enfants à niveau, les enfants qui sont généralement partis un peu en cacahuète. Maintenant, un jour, ils ont dit, il y a un enfant, il a fait tous les psychologues, etc. On n'a pas réussi à le remettre sur pied. Et il a dit, bon, s'il est passé par les psychologues, moi, je ne suis pas un psychologue, moi, je suis un rave. Moi, je peux l'aider au niveau, mais en tant que, selon ce que la Torah fait. Les psychologues, c'est généralement des cas très très graves. Il te dit, bon, dans la Torah, on n'a pas tous les détails, donc s'il veut essayer, il n'y a pas de problème. Mais généralement, dans la Torah, il y a, comment dire, toute la psychologie, elle est comprise dedans. C'est-à-dire que Freud, il y a de fortes chances qu'il ait tout copié de la Torah. De ce qu'il a reçu de Rav Israël de Salante. Là-bas, il explique exactement l'inconscient, le subconscient là-bas dans ces trucs-là. C'est la même période, c'était la même ville presque, la même région. Il y a de fortes chances qu'il ait copié de ça. Et bon, le subconscient, le conscient, c'est dans la Torah. De pas donner le shochrad à un juge parce que comment ça s'appelle, ça l'aveugle. C'est dans l'inconscient. Quand tu lui as donné quelque chose, automatiquement, tout son jugement, il est complètement faussé. Il te voit comme quelqu'un de bien, donc automatiquement, inconsciemment, il va essayer de tendre le din vers toi, le jugement vers toi. C'est la Torah qui parle de l'inconscient, etc. Donc, les rabbinim qui sont forts experts en éducation des enfants, ils mettent les psychologues dans leur poche. Vraiment. Vraiment. Parce que, vous voyez, rien dans le mot du chinour, déjà, on a tout compris. Ça peut m'aider à comment éduquer mon enfant maintenant. Chose que je ne savais pas. Moi, je le mettais en activité tout le temps. Maintenant, je sais comment ça marche. Ils ont dit, non, il est passé vers les psychologues, etc. Un psychologue, c'est des cas un peu plus, on va dire. Il dit, bon, qu'est-ce que tu as à perdre? Ils ont dit, prends-le chez toi. C'est un cas à problème, mais grave. C'est quoi le problème? Son père, il a tué sa mère devant ses yeux et il s'est suicidé devant lui. Imaginez-vous le cas, lo alenu, lo alechem. L'enfant, il a vu ça, il a arrêté de parler. Maintenant, c'est un enfant qui est dans son coin, qui ne sait plus parler. Il n'arrive pas, il lui dit, prends-le, les psychologues, ils ont baissé les bras, prends-le avec toi, toi, vous faites des bonnes choses dans l'institut, va savoir. Il dit, écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Je vais le nourrir, loger. Si les psychologues, il faut trouver un meilleur truc pour lui. Non, tu fais t'as des bons résultats, bon, Hachem, va savoir. La Torah peut éventuellement aider. Et il dit, bon, mets-le chez moi. Il l'a mis là-bas dans son institut. Et lui, il a commencé pendant 3 jours rien qu'à l'observer. Et il voyait que cet enfant-là, il adore les crèmes-beaux. Crème-beaux, vous savez ce que c'est? Oui. Truc de chocolat, comme ça, avec une crème à l'intérieur, comme ça, chantilly. Il adore. Ok. Donc il a dit, on va jouer avec ça. Il a pris tous les éducateurs. Il leur a dit, essayez de le faire, comment dire, de le faire croire qu'il parle. Ça veut dire quoi? Quand il dit, non, tu lui dis, tu vas crème-beau? Il va faire, ok. Faites comme si qu'il a dit une phrase. C'est-à-dire quoi? Rentrez-lui, exactement comme on a dit maintenant. Rentrez-lui dans son crâne qui sait parler, qui parle. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu lui dis maintenant? Quand lui, il a dit, ah, donc tu veux le crème-beau? Ok. Donc, tu es en train de me demander de te donner le crème-beau. Il est en train de lui rentrer dans sa tête, tu me parles, je comprends tes phrases. Et tous les éducateurs, maintenant, dès qu'ils veulent lui dire un truc, tu veux ça ou ça? Alors, je viens de comprendre que tu viens de me dire, comme ça, il lui fait une phrase. Il n'a pas dit ça. Non, il faut lui faire entrer dans le crâne, dans la tête, qui parle. Et comme ça, pendant 1 mois. Maintenant, deuxième phase, il a dit maintenant, on va essayer de le secouer un petit peu, pour qu'il parle un peu. Il essaie de sortir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a mis à sa place habituelle, chacun il a sa place pour manger, il a mis à tout le monde des crème-beaux, et à sa place, il n'a pas mis de crème-beau dans la cantine. Donc, tout le monde a reçu son crème-beau. Et lui, le petit, il n'a pas reçu. Donc il est parti voir les professeurs. Et il est arrivé, voir le Rav. Et je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est très bien qu'il voulait le crème-beau. Et il lui dit, attends, explique mieux, j'ai pas compris. Et il lui commence à lui dire, il monte du doigt comme ça, que ça lui fait des signes. Il lui dit, ah, tu veux pas de crème-beau, toi? Il commence bon, tant pis, écoute, tu me dis, on en a plein, nous. Tu veux pas. Et il commence, jusqu'à que le petit, il s'est énervé. Il a sorti un son de sa bouche. Ah, un truc comme ça. Ah, fallait me dire que tu voulais un crème-beau. Ok. Tu vois, tu sais t'exprimer. Quand tu veux, tu peux. Et il a donné le crème-beau. Il a montré, tu vois, tu arrives des fois à sortir des sons. 3e étape,
Le coup final, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comment ça s'appelle? Des jours et des jours d'analyse. Ils ont fait un tioul, une sortie à la piscine. Et il a remarqué que cet enfant-là, il adorait la piscine. Maintenant, il leur a dit comme ça. Non, pardon. Il y avait des vacances. Maintenant, ceux qui veulent rentrer chez leur famille pendant les vacances, ils peuvent. Ceux qui veulent rester, il leur organise des activités. Maintenant, lui, il n'a pas volé. Le Rav, il est venu, il a dit bon, les enfants, attention, les enfants, ils ont 14-15 ans. Hein. Celui qui veut rester pendant les vacances à la yeshiva, c'est une genre de yeshiva comme ça, qui viennent me voir dans mon bureau et qui me disent qu'il veut rester. D'accord? Celui qui veut pas besoin de venir me voir. Mais venez me voir pour que je vous inscris. Savoir comment on fait de repas, pour les activités. Alors je vous annonce, il y aura de la piscine, il y aura. Mais non, il y en a plein qui vont rentrer, ils veulent rentrer chez eux, etc. Ils veulent se détendre. Et il y en a quelques-uns qui veulent rester. Donc lui, entre autres, il a pas volé. Il n'a pas de famille. Hein? Donc il va qu'il veut rester. Il tape à la porte. Maintenant, le Rav, il raconte que il dit comme ça, j'ai fait style que j'étais dans mes papiers que je ne le voyais pas. Que je voyais pas ce qu'il me disait. Alors il dit Ken, et le petit rentre. Genre, je veux rester. Il dit, bah, écoute, comme tu veux, hein, tu veux pas rester, tu peux partir. Hein. Et il dit, Alors il lui dit, ok, j'ai compris, tu veux pas rester, t'inquiète pas, tu vas pas me vexer. Et comme ça, et maintenant il fait style qu'il est occupé. Je le vois pas. Je vois pas sa réaction d'énerver, de dire non, tu m'as pas compris. Il l'occupe, il attendait que. Il dit, écoute, t'inquiète pas, il commence le papier, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je serai pas vexé. Tu veux partir, va te balader, n'aie pas peur, on ira à la piscine sans toi. Ça m'étonne parce que je dis que tu aimes bien la piscine. Bon, c'est pas grave, c'est bon, maintenant je suis pressé. Si tu veux, il le pousse à bout comme ça, jusqu'à temps qu'il dit bon, écoute, tu veux pas venir, ne viens pas. Mais tu peux pas me tenir la jambe comme ça pendant une heure. Alors bye, tu viens pas. Il lui dit carrément, tu viens pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit le psy? Il lui a dit non. Il est en hébreu, lo dai. Il dit non, arrête. 2 mots. Le Rav, il dit qu'est-ce que t'as dit là? Il a poussé à bout. Il lui a dit, tu sais ce que tu viens de dire? Tu viens de dire 3 phrases. Lo dai, non, arrête. C'est-à-dire que tu peux dire aussi lo. Tu peux aussi dire dai, arrête. Donc tu sais dire 3 phrases. Il lui dit, c'est bon, je t'ai inscrit dans les vacances, tu peux partir. Il est revenu le soir, écoutez bien. Il lui dit, tiens, c'est un MP3. J'ai enregistré toute la conversation. Il était malin, Laura. Il a tout enregistré. Il voulait pousser à dire un mot. Il savait qu'il allait l'attraper sur cette chose-là, le fait des vacances avec la piscine, etc. Il a tout enregistré sur son MP3. Il lui a laissé la partie où il dit l'eau die, non, arrête, ok. Et il a donné à son ami de lui faire un genre de montage où il n'y a que ça. Et on entend ça pendant 10 secondes, on entend ça. Après, ça se remet au début, encore 10 secondes, comme ça, tout le temps. Il lui dit écoute ta voix quand tu parles. Écoute, je te le laisse. Cadeau, ce MP3. Le petit, toute la nuit, il a écouté. Il entendait sa voix en train de parler. L'eau, die, en train de dire des mots. Et comme ça, il remettait. Jusqu'à temps qu'après 2-3 jours, il a commencé à parler. Aujourd'hui, ce petit-là, c'est un professeur dans une école qui enseigne aux gens. Imaginez-vous, il bégaye encore, parce qu'il a toujours ce traumatisme. C'est quelqu'un qui a fait de la yeshiva, qui a fait des études, qui est religieux, qui a fondé une famille. Un jeune que les psychologues ils baissaient les bras. Pourquoi? Parce qu'il a rentré dans la tête. Il y a pas, dans la Torah, il y a un klal. On sort le bon du mauvais. Ici, à nous de sortir le bon du mauvais. C'est-à-dire quoi? Les psychologues ils vont voir le mauvais. Ils vont baisser les bras. C'est un cas qui est désespéré. Mais dans la Torah, on peut sortir le bon. Comment? Trouve des astuces. Comment? Essaye de lui faire parler, lui sortir un petit mot. Les athlètes. D'abord, lui faire comprendre qu'il peut faire un son, sortir un son, etc. Ça va prendre du temps. Trouve des combines, les crèmes beaux, la piscine, etc. Sors-lui un son de sa bouche et maintenant rentre-lui dans le crâne qu'il y a du bon chez toi. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, un enfant, on peut faire pareil. Sors le bon de lui et mets-le en évidence. Donc, tu crées ça chez lui. Tu crées que c'est quelqu'un de bien. Tu crées que c'est quelqu'un de gentil,
d'intelligent, de tzaddik, appelle-le, mon tzaddik. Ça va, tzaddik? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu es gentil? Rentre-lui ça, ce refrain-là dans la tête. Mais quand les parents tout le temps en train de râler, on va dire, mais qu'est-ce qu'il met tout le temps, il est tout le temps lourd celui-là. Tout le temps le même. C'est tout le temps le même qui embête sa sœur, tout le temps le truc. À la fin, lui, il rentre dans ce truc-là, je suis le méchant de la famille. Automatiquement, il grandit avec ça. Et c'est le petit révolté, mais c'est toi qui as créé. Donc, nos enfants, ils sont entre nos mains. Là, on a expliqué la théorie. Alors là, que chaque cas, il est particulier, quoi. Mais ici, quand on a la théorie, on peut essayer d'appliquer. Si on a bien compris la théorie, la pratique, elle est simple. Parce que c'est les mêmes techniques. Donc, Bézat Hachem, qu'Hachem me donne la possibilité, parce que tout ça, ça marche, que c'est que je il décide. L'éducation, ça commence par la tfila. Quand la femme elle allume les heures de Shabbat, une personne doit prier pour que ses enfants ils aillent dans le droit chemin, que je les protège de leur Yetzirara, du Yetzirara de leurs amis, des autres. Parce que tu peux éduquer comme il faut, il tombe sur un petit voyou dans la classe, qui l'attrape, et au contraire, le mec il est pas du tout éduqué, il tombe bidou. Son meilleur copain, c'est une bombe. Ça dépend pas de nous. Vadaï que nous, on doit faire tout l'effort qu'il faut, comme on a expliqué, mais dans notre tête, on doit se dire, Sakadosh Baruch Hu, c'est entre ses mains. C'est Sakadosh Baruch Hu qui éduque nos enfants, qui nous donne la tzlacha et la réussite pour les éduquer et les mettre dans le droit chemin. Nos enfants et même les autres enfants. Je profite pour vous transmettre le message. Si vous connaissez des jeunes qui veulent étudier à Torah, etc., vous savez qu'on a ouvert une yeshiva à Ashdod. Si vous connaissez des jeunes qui ont besoin de se renforcer, qui ont dans ce même chemin-là, on arrive au prochain à faire des choses importantes et à les remettre dans le droit chemin et à les calmer et à les remettre en valeur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et il y a des changements vraiment radicaux, des changements d'une extrémité à l'autre. Et la Torah les a changés de l'intérieur. C'est des gens qu'ils n'auraient jamais pu fonder une famille. Aujourd'hui, ils sont capables maintenant de se prendre en charge, d'aimer une autre personne, de fonder une famille, d'éduquer des enfants. Il y a des jeunes comme ça, ils ont arrêté l'école, ils sont avant l'armée, après l'armée, ils peuvent se renforcer, ils peuvent se construire de l'intérieur avant de construire de l'extérieur. Donc si vous connaissez des gens qui veulent aider, qui veulent, même aider matériellement ou spirituellement cette yeshiva, t'avoue la bracha Bezat Hashem. Donc, Yiratzon Kadosh Baruch Hu nous donne la tzlacha et qu'on puisse mettre nos enfants et les enfants du Ham Israël dans le droit chemin. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch.